1881. La religion est privatisée, elle n'est plus protégée par la loi, mais la laïcisation de la morale publique s'accompagne de sa nationalisation. Respectant le principe de la liberté d'opinion, le régime républicain ne se protège pas en tant que tel dans la loi. C'est cependant au nom de l'intérêt national que seront poursuivis les opposants au régime, en particulier les anarchistes, accusés de participer à des actes terroristes, ce qui permet de les soustraire au principe de la liberté d'opinion. En revanche, l'offense aux mœurs est durcie. La République doit faire preuve de respectabilité à un moment d'intensification et d'internationalisation de la lutte contre la pornographie, d'autant que la France passe pour un des foyers de production et de diffusion de la littérature pornographique. Donc le régime veut rehausser sa respectabilité, et donc cette lutte est engagée au nom de l'intérêt national. Elle intervient dans un contexte de médicalisation de la sexualité, qui est devenue une question d'hygiène nationale, et s'articule à la lutte contre le malthusianisme, l'alcoolisme, la syphilis, la prostitution de rue, les déviances sexuelles, le suicide, constitués à la fois comme symptôme et comme cause d'une pathologie du corps social. Parce que le schème normal pathologique, qui prend pour référentiel le paradigme médical, remplace désormais les notions religieuses de bien et de mal. Les écrivains naturalistes, les disciples de Zola, vont être la cible de la vague de répression qui commence en 1884. Ils sont poursuivis pour offense aux mœurs. On n'ose pas s'attaquer au maître, Zola, qui a trop de succès, et ses disciples en font les frais. Alors il y a par exemple Charles Bonnetin, qui est poursuivi pour son roman Charlot s'amuse, qui traite d'un onaniste victime d'une tare héréditaire, qui est fils d'un père alcoolique et d'une mère qui se prostitue après la mort de son époux. C'est un peu caricatural. Alors, pour sa défense, Bonnetin, comme la plupart des autres écrivains naturalistes, a mis en avant le caractère scientifique de sa démarche. Puisque, comme on sait, Zola voulait faire de la littérature une science expérimentale. Il sera acquitté parce que le jury a reconnu que la tonalité du roman était triste et ne constituait donc pas un plaidoyer en faveur de l'onanisme. Un autre écrivain, Louis Després, accusé d'offense aux bonnes mœurs autour d'un clocher, c'était le récit des amours d'un curé et d'une institutrice, dans un style rabelaisien, a choisi d'assumer sa défense seul. Son plaidoyer est une critique du concept d'offense aux mœurs. Il a été republié sous le titre « Pour la liberté d'écrire ». C'est un très très beau texte que je vous conseille, on le trouve sur Internet. Selon lui, l'offense aux mœurs par la littérature est un crime indéfinissable. Il n'y a pas de corps de délit qui consiste on poursuit les auteurs sur leur intention supposée. Il n'y a pas de corps de délit. Et en fait, il dénonce l'hypocrisie qui consiste à interdire de décrire un accouplement quand des descriptions détaillées de meurtres s'étalent dans les pages des journaux tous les jours. Il est condamné à 1 mois de prison et la détention a aggravé une maladie dont il souffrait et il est mort quelques mois plus tard, à l'âge de 28 ans. Et Zola écrira un article retentissant dans la presse en accusant le gouvernement d'avoir tué cet enfant. Le procès de Lucien Descaves illustre plus encore la nationalisation de la morale à cette époque. Descaves est accusé d'injure à l'armée et d'offense aux mœurs pour avoir décrit les mœurs militaires à une époque où l'armée devient une institution sacrée de la nation. L'offense aux mœurs permettait en fait de corser l'affaire, parce que les peines pour offense aux mœurs étaient plus lourdes que pour injure à l'armée. Pour sa défense, son avocat invoque la nécessité de dire la vérité afin d'améliorer l'état des choses. C'est selon lui le rôle des écrivains et journalistes en régime démocratique. La seule question qui se pose aux yeux de l'avocat de Descaves, c'est de savoir si ce que son client décrit est vrai. Or, Descaves s'était appuyé non seulement sur son expérience, parce que le service militaire était devenu universel, mais aussi sur les jugements des conseils de guerre. Et donc, il sera acquitté. Enfin, la dernière période que je vais évoquer, que j'ai étudiée, c'est la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, les procès de l'épuration de ceux qui ont collaboré avec l'occupant allemand
pendant la période de l'occupation allemande en France. Alors il relève d'un autre cadre législatif que la liberté de presse, mais il illustre bien aussi cette question de la nationalisation de la morale, qui atteint un point culminant à cette époque. Le cadre législatif, c'est le cadre des lois qui condamnent les actes de trahison, en particulier le crime d'intelligence avec l'ennemi, qui est passible de la peine de mort ou de prison à vie, et dont relèveront les écrivains ultra-collaborationnistes. Il y a aussi un autre crime, le crime d'indignité nationale, pour des délits moins graves, qui est puni de dégradation nationale, qui entraîne la privation de droits civiques. Il y a aussi quelques écrivains qui ont été condamnés pour indignité nationale. Alors ces procès soulèvent un débat entre l'accusation et la défense. L'accusation qualifie les textes incriminés d'actes de trahison, ce qui relève de la propagande en faveur de l'ennemi et d'attaques contre des citoyens français, des dénonciations collectives et individuelles des gaullistes, des communistes, des juifs. La défense dénonce des délits d'opinion. Selon la défense, les collaborateurs sont poursuivis pour leurs opinions politiques, ce qui est contraire au principe du régime de liberté de presse. Sachant évidemment que ces mêmes écrivains qui se réclament maintenant du régime de liberté de presse avaient applaudi la suppression de ce régime de liberté de presse par l'occupant allemand et par le régime autoritaire de Vichy 4 ans plus tôt. Et les collaborateurs revendiquent l'autonomie de leur pensée par rapport à l'occupant allemand. C'est à bon droit d'ailleurs que Robert Brasillac, qui sera condamné à mort et exécuté, peut arguer que son antisémitisme et son antiparlementarisme s'ancrent dans une tradition bien française. Il n'avait pas besoin des Allemands pour ça. Alors ces procès témoignent néanmoins de la conquête de l'autonomie relative de la littérature. En premier lieu, les écrivains ne sont pas condamnés pour leurs écrits proprement littéraires, mais pour des écrits journalistiques, des essais ayant un caractère de propagande évidente. Deuxièmement, les écrivains les plus reconnus par leurs pairs sont relativement épargnés. Troisièmement, on reproche aux écrivains de n'avoir pas exercé leur fonction critique par rapport à la politique de collaboration du régime. Donc c'est une sorte de retournement où l'État s'approprie cette idée que les intellectuels doivent exercer une fonction critique. On leur reconnaît cette fonction. Et pendant la guerre d'Algérie, quand le ministre de l'Intérieur voudra emprisonner Sartre, De Gaulle lui dira « on ne met pas Voltaire en prison ». Voilà donc pour le contenu des accusations portées contre les écrivains, dont l'évolution témoigne des transformations de la morale publique. Et on l'a vu, les procès constituent un espace de lutte autour de l'interprétation des textes. Mais comme je l'ai dit, le contenu ne suffit pas seul à déterminer la responsabilité de l'auteur. Il y a aussi d'autres dimensions, et tout d'abord la forme et le genre, qui constituent également un enjeu pour l'interprétation des textes. Alors du point de vue de la forme de l'écrit, le genre suppose des habitudes de lecture et un mode de réception. On considère, par exemple, au début du XIXe siècle, que la chanson est un genre léger, contrairement à la poésie. C'est lorsque le chansonnier libéral Béranger imprime ses chansons qu'il est poursuivi, tandis que son défenseur invoque la légèreté du genre des chansons pour sa défense. Le procureur tire les chansons vers la poésie, il les qualifie d'ode et de libelle rimée. Ode et libelle rimée. Libelle rimée, ça renvoie au pamphlet, évidemment, qui est, à l'inverse des chansons, un genre suspecté d'emblée d'une intention politique et d'une visée séditieuse. Cela tient à sa forme courte qui permet d'atteindre un public plus large et moins cultivé. Et lors du procès de Lucien Descaves, que j'ai évoqué, pour offense aux mœurs de la Troisième République, le procureur tentera également de faire passer son roman pour un pamphlet pour aggraver son cas. Il le qualifie d'infâme libelle. Mis à part le genre, les procédés formels peuvent également être source de débats contradictoires concernant l'interprétation de l'œuvre. Je pense que les choix formels de Flaubert ont plus pesé dans les poursuites menées contre lui que le thème de l'adultère, qui était commun dans la littérature et le théâtre de son époque. Flaubert opte tout d'abord pour un narrateur impersonnel, qui ne juge pas ses personnages, mais qui le regarde d'en haut, avec une objectivité teintée d'ironie.
Or, la critique, de même que le procureur, lui reproche cette absence de jugement de ces personnages. Balzac intervenait pour juger ces personnages, pour dire ce qu'il pensait de lui. De même, l'usage que Flaubert fait d'une technique nouvelle en France, le discours indirect libre, qui consiste à entrer dans les pensées de l'auteur, du personnage, sans indiquer le changement de point de vue par des guillemets ou par la forme indirecte, a conduit le procureur impérial à confondre le point de vue de l'auteur avec celui de son personnage. Alors c'est le cas, par exemple, dans la scène où Emma rentre de sa première rencontre avec son amant. Elle se regarde dans le miroir et elle se trouve belle. Flaubert écrit « Jamais elle n'avait été aussi belle ». Ce qui, aux yeux du procureur, est une preuve que Flaubert glorifie l'adultère. L'avocat de Flaubert lui répond qu'il s'agit pas du point de vue de l'auteur, mais du point de vue d'Emma. C'est elle qui se voit belle dans le miroir. Donc voilà le débat sur l'interprétation du texte, et qui est lié à l'ambiguïté créée par cette nouvelle technique du discours indirect. Le style et le vocabulaire sont également objets d'attaque, et ils peuvent être considérés comme offensant les mœurs et le bon goût. D'ailleurs, Flaubert s'est beaucoup auto-censuré, comme en témoignent ses manuscrits. Il a supprimé les mots pour putain, bordel, beaucoup de vocabulaire qui pouvait paraître trop cru. Ça n'a pas empêché qu'il soit attaqué pour son style réaliste et pour la crudité de ses descriptions. Donc, c'est paradoxal cette accusation de réalisme, parce qu'il a écrit son roman en haine du réalisme, comme il le dit. Il parodie le réalisme, et d'ailleurs les descriptions les plus réalistes de son roman, elles sont réservées à l'imagination d'Emma, à ses rêveries et pas à la réalité qui l'entoure. C'est là qu'on a les descriptions les plus méticuleuses. Et puis sous la Troisième République, à une époque où la langue devient un enjeu national, les écrivains naturalistes aussi se verront reprocher la crudité de leur description. La critique parle de littérature putride, et ils sont accusés d'obscénité devant la loi. La langue, comme les procédés formels, est centrale dans l'accusation portée contre les naturalistes. Je pense qu'elle est une des raisons de l'échec de la littérature naturaliste à s'ériger en expertise à un moment où le paradigme scientifique devient le référentiel des politiques publiques et où s'opère la division du travail d'expertise entre médecins, criminologues, psychiatres, psychologues, etc. Cette division du travail d'expertise dépossède les écrivains de nombre de domaines qui relevaient de leur domaine de compétences. Ils avaient écrit l'histoire nationale, ils étaient les spécialistes de la psychologie individuelle, donc ils sont dépossédés de ça par les nouveaux experts. Il leur faut donc réaffirmer leur pouvoir symbolique. Et c'est ce que Zola a tenté en voulant faire de la littérature une science expérimentale. Mais à la différence des spécialistes, qui utilisent les gants du vocabulaire technique et qui jouissent à ce titre d'une immunité face à la loi, c'est le cas des ouvrages de vulgarisation médicale qui ont une sorte d'immunité, les écrivains naturalistes écrivent dans le langage commun. Plus, ils introduisent dans le discours imprimé le langage des milieux qu'ils observent, le langage oral. Et du coup, ils sont comme contaminés par leur objet. Ils n'ont pas ce gant du vocabulaire spécialisé. Tout en définissant la responsabilité objective de l'offense aux mœurs, le genre, la langue et le style peuvent être considérés dans les procès comme des indices de l'intention de l'auteur. Tandis que l'accusation tente de les faire apparaître comme des indices de son intention de nuire, comme on l'a vu dans les tentatives de requalifier des œuvres comme des pamphlets, la défense y voit au contraire une preuve du projet esthétique ou intellectuel de l'écrivain, donc du sérieux de son entreprise. Par exemple, l'ambition réaliste de décrire la réalité de la façon la plus exacte et véridique possible. C'est un projet intellectuel, invoqué en défense. Alors cette intention de l'auteur ainsi que celle de son éditeur se détermine aussi par rapport au support, qui est considéré comme un indice du public visé. En effet, la matérialité de la publication, son support, livre ou presse, l'épaisseur du volume entrent en ligne de compte pour déterminer la responsabilité. Si l'écrit peut toucher un large public, c'est une circonstance aggravante. Ainsi, les écrits publiés dans la presse sont plus pénalisés que les livres.
De même, je l'ai dit, le pamphlet est considéré comme dangereux, tout d'abord parce que c'est un texte court, susceptible de toucher un large public. On accuse alors l'auteur d'avoir voulu inciter à la rébellion. L'épaisseur de l'ouvrage, le public restreint auquel il s'adresse, constitue à l'inverse une circonstance atténuante, invoquée par la défense dans le cas de Flaubert, de Baudelaire, des naturalistes. Donc ça va toucher qu'un tout petit public cultivé. En fait, la question du support devient un enjeu central avec l'alphabétisation et l'expansion de l'éducation qu'accompagne le développement fulgurant de l'édition et de la presse. La démocratisation de l'accès à la lecture suscite les pires fantasmes chez les gardiens de l'ordre social. Dès le début du XIXe siècle, les ultra-réactionnaires et l'Église engagent un combat contre les éditions populaires à bas prix qui visent un public plus populaire que les fractions lettrées traditionnelles. Parmi les nouveaux lecteurs et les lecteurs considérés comme vulnérables, il y a évidemment les classes populaires, il y a la jeunesse, et il y a surtout les femmes, réputées plus fragiles et plus influençables que les hommes. Elles sont infantilisées dans tous les domaines de la société, elles n'ont pas de droits civiques, elles n'ont pas d'autonomie par rapport à leur mari, et donc on suspecte aussi les lectures d'être à l'origine des crises d'hystérie. Enfin, voilà. Alors, cette hiérarchisation des publics selon la classe, le genre et aussi la race repose sur une croyance dans les effets sociaux de la lecture qui est une autre composante de la définition de la responsabilité de l'écrivain. La croyance dans les effets supposés de l'œuvre sous-tend les théories demi-savantes de la réception qui s'élaborent depuis le XVIIe siècle en se réclamant notamment de Platon. Elle repose sur une croyance partagée dans les effets nocifs des mauvais livres, donc dans le pouvoir performatif des mots. Cette croyance spiritualiste fut développée par l'Église au moment de l'essor de l'imprimé au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les médecins, qui concurrençaient alors le clergé sur le domaine réservé de l'esprit, élaborent la notion de contagion morale. Évidemment, le livre est une source de contagion morale. La Révolution française va nourrir cette croyance, comme je l'ai dit, l'idée que ce sont les livres qui ont fait la Révolution et partagée par les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Contre cette conception des effets sociaux de la littérature, les écrivains ont développé deux types d'argumentation. La première, qui caractérise l'art pour l'art, tend à nier les effets sociaux de l'art et à faire valoir la dimension purement esthétique de l'œuvre. La seconde, qui caractérise la tradition réaliste, avance que la littérature ne fait que décrire la réalité. Donc, l'auteur n'est pas responsable de ce qu'il décrit, puisque c'est la réalité. Et non seulement il n'est pas responsable, mais il fait œuvre salutaire en rendant la vérité publique, contre l'hypocrisie bourgeoise. C'est ainsi que Flaubert, chez qui les deux arguments se rejoignent, ne revendique de responsabilité que sur la forme de son œuvre. L'idée des effets de l'œuvre permet un déplacement de la responsabilité subjective à la responsabilité objective, car les effets de l'œuvre peuvent être indépendants de l'intention de l'auteur. C'est ce qui ressort du jugement prononcé lors du procès de Flaubert, qui est acquitté, mais qui est blâmé pour avoir commis une faute malgré ses intentions pures, à cause du procédé réaliste. Alors cet argument se développe avec l'extension du lectorat à la faveur de l'alphabétisation. Les critiques conservateurs et les entrepreneurs de morale établissent une distinction entre le public cultivé, capable d'une lecture distanciée, désintéressée, selon le terme employé par Kant pour caractériser le plaisir esthétique, et le public des nouveaux lecteurs, dont la lecture est définie par l'identification, l'attrait pour l'utile et l'agréable, à l'opposé du plaisir esthète. Emma Bovary incarne d'ailleurs parfaitement cette figure de la lectrice petite bourgeoise qui a un rapport utilitaire au livre. Elle utilise ses lectures tantôt à des fins pratiques, pour décorer sa maison, tantôt pour se donner des émotions. Il y a des scènes où elle hurle de terreur la nuit en lisant des romans. Et elle confond en permanence l'art et la vie, comme dans la scène de l'opéra, où elle pense à un moment que le ténor s'adresse à elle et qu'il va l'emmener avec lui.
L'élargissement du lectorat crée donc de nouvelles responsabilités à l'écrivain, indépendamment de ses intentions. Alors, contre cette conception qui va sous-tendre longtemps les théories savantes de la lecture, Oscar Wilde, qui est promoteur de l'art pour l'art à cette époque, transfère la responsabilité vers le lecteur dans son portrait de Dorian Gray. En effet, les péchés de Dorian ne sont jamais décrits. On ne sait pas ce qu'il fait, ce qui contraint le lecteur en fait à projeter son imagination. Et donc c'est le lecteur qui est à l'origine de la description qui peut être condamnable. Cependant, le déplacement vers la responsabilité objective est renforcé par le paradigme de la dégénérescence à cette époque et par les théories héréditaires de Lombroso qui ont des répercussions chez nombre d'entrepreneurs de morale. Bien avant le nazisme, on voit apparaître sous la plume du sociologue Jean-Marie Guyot, puis de l'essayiste Max Nordau, la représentation des artistes comme des dégénérés, dépourvus de sens moral et asociaux, qui constituent par conséquent un danger pour l'ordre social. Dans son livre publié en 1894, Nordau prend pour exemple Les Décadents et Oscar Wilde, qui vient d'être condamné pour homosexualité. La condamnation d'Oscar Wilde contribue à jeter un discrédit sur l'option de l'art pour l'art, tandis que les procès des naturalistes jettent un doute sur l'entreprise réaliste. La question du sens moral des écrivains et des artistes renvoie à la question de l'éthique de responsabilité de l'écrivain, qui est la dernière composante de la responsabilité qui engage cette fois la personne de l'auteur. Selon Fauconnet, le patient choisi pour porter la peine est le substitut du crime. Il le symbolise. Comme l'atteste le fait qu'il soit toujours plus sanctionné que les autres quand il ne s'agit pas de publication posthume, c'est l'auteur qui symbolise le mieux les crimes écrits au regard des représentations morales ou juridiques. Substitut du crime, le patient est lui-même objet de représentations collectives qui varient d'une société à l'autre et d'une période à l'autre. Or, si l'auteur est le meilleur symbole des crimes écrits, c'est qu'ici, l'identification du patient et du délit est à son comble. Tout d'abord, le terme d'auteur favorise en soi l'identification entre l'auteur de l'écrit et l'auteur du crime, même lorsqu'il ne s'agit en fait que de complicité selon la loi. En outre, l'auteur symbolise le mieux le crime parce que la relation qu'il entretient avec ses écrits, selon les représentations en vigueur à cette époque, est triple. C'est une relation de métonymie, de ressemblance et de causalité. Si on revient à l'analyse de Foucault, l'auteur se définit en compréhension par l'ensemble des écrits qui lui sont imputables. Entre l'auteur et chacun de ses écrits, il y a une relation du tout à la partie. Madame Bovary est un des livres qu'on range sous le nom de Flaubert. L'expression l'auteur de Madame Bovary est une synecdoque pour désigner en même temps l'auteur de l'éducation sentimentale, etc. D'abord codifiée par l'imputation pénale, cette représentation a fondé la revendication de la propriété morale de l'œuvre par son auteur. Et cette définition de l'auteur par l'ensemble de ses œuvres sous-tend à la fois les arguments de l'accusation et de la défense dans les procès. Une des stratégies de l'accusation pour aggraver la responsabilité de l'auteur pouvait être de tenter de lui imputer des écrits qui n'étaient pas de lui, ou qui n'étaient pas revendiqués. Inversement, la défense pouvait consister à nier la paternité de l'écrit, comme dans le cas de Céline, qui contestait être l'auteur des lettres publiées sous son nom dans la presse collaborationniste. Et ces cas de dénégation étaient rares et ne fonctionnaient généralement que si les écrits étaient anonymes ou publiés sous pseudonyme. Dans la plupart des cas, la relation de métonymie entre l'auteur et ses écrits était au contraire présupposée par la défense lorsqu'elle contestait l'interprétation de l'œuvre qui était faite par l'accusation. Elle évoquait le principe de l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher des extraits qui n'ont pas de sens dissociés. Il faut les resituer dans leur contexte, le contexte de l'œuvre dans son ensemble. C'est l'argument que Flaubert avance pour sa défense. Et donc, le projet global de l'auteur qui est de décrire la réalité. Le rapport métonymique se trouve renforcé par la représentation métaphorique de l'écrit comme une émanation de la personne de l'auteur. En témoigne la célèbre phrase de Diderot qui revendique la reconnaissance de l'œuvre comme un bien.
je résiste pas à vous la citer. Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. Donc c'est une propriété, mais pas une propriété comme les autres. C'est une propriété dans le droit français, on ne peut pas vendre, elle est inaliénable. Parce que ce serait comme vendre un membre de son corps, ce qui est interdit, évidemment. Donc l'œuvre est attachée à la personne, c'est une propriété particulière, et d'où le droit moral français qui est inaliénable. Et ça distingue le droit d'auteur du copyright américain, où là, l'œuvre est un produit commercial comme un autre, on peut être vendu. Donc l'œuvre émane de la personne, et si elle émane de la personne, elle lui ressemble. L'avocat de Béranger, lors du procès de 1822, dit un auteur, dit-on, se peint dans ce qu'il décrit. Donc si la personne de l'auteur se retrouve dans chacun de ses écrits, la morale de l'œuvre renvoie à la morale de l'auteur. Et donc la personnalisation de la responsabilité est ici extrême du fait des relations internes et psychologiques étroites qu'on suppose entre l'auteur et ses écrits. Le cas de Baudelaire est paradigmatique de cette identification de la morale de l'auteur et de la morale de l'œuvre, malgré les précautions qui ont été prises par le procureur de les distinguer. On ne manqua pas d'imputer au poète les vices décrits dans les Fleurs du Mal. Vous pensez qu'il a raconté sa propre expérience. Et cette identification tient évidemment à la fois aux conventions de lecture associées à la poésie lyrique qu'il a détournées dans les Fleurs du Mal, et qui renvoient à la subjectivité de l'auteur, et au thème qu'il a traité. Et donc sa condamnation, lors du procès de 1857, conforte cette identification et constitue pour le poète une véritable souillure. Et Baudelaire n'aura de cesse de se démarquer de cette accusation. Alors pour les écrivains, la stratégie de la défense consiste à tenter de distinguer l'auteur de son œuvre en apportant des garanties quant à sa moralité, sa sincérité, sa bonne foi. Alors, la propriété, la fortune, l'appartenance aux classes dominantes semblent constituer en soi des garanties de moralité aux yeux des tribunaux, tandis que l'honnêteté, la situation matrimoniale, le dévouement familial, la bonne réputation sont les seules preuves que peuvent fournir ceux qui sont dépourvus de propriété, de richesse, de fortune. Cependant, en raison de la forte identification de l'auteur avec ses écrits, ces arguments classiques étaient insuffisants. Alors, le recours à la fiction est un mode de démarcation entre l'auteur et ses personnages, qui est souvent utilisé pour contourner la censure. Mais ce procédé non plus n'était pas suffisant, en raison de la convention que j'ai évoquée, selon laquelle le narrateur, identifié à l'auteur, devait porter un jugement sur ses personnages. On l'a vu dans le cas de Flaubert. Et en fait, à terme, la distinction entre auteur, narrateur et personnage est devenue une convention de la littérature moderne. Il y a des modes de distanciation qui varient de l'ironie et de la posture d'objectivisme du savant qui étudie un milieu social aux techniques narratives adoptant une perspective interne à l'univers fictionnel par le procédé du témoignage ou du monologue intérieur. Donc il y a plein de procédés de différenciation entre l'auteur, le narrateur et les personnages. Enfin, le rapport entre l'auteur et ses écrits paraît illustrer de manière paradigmatique l'interprétation spiritualiste de la relation de causalité entre patient et crime, qui fonde la responsabilité subjective. Ici, l'élément matériel et l'élément moral semblent se confondre. Le caractère volontaire ne fait a priori pas de doute. Les écrits apparaissent comme des preuves matérielles de l'intention objectivée. Cette représentation n'a, malgré son apparence d'évidence, rien de nécessaire ni même d'universel. Il suffit de penser à la figure du poète antique qui parle sous l'effet de l'inspiration des muses. Donc il n'est pas responsable de ce qui est l'inspiration des muses qui est à l'origine.
Donc c'est vraiment une conception moderne de l'auteur que de lui attribuer la rationalité et la volonté de ses écrits. Si elle apparaît comme la contrepartie logique de l'appropriation de l'œuvre par son auteur, elle suggère inversement ce que la reconnaissance du droit de l'auteur à s'approprier son œuvre doit à l'imputation qui fonde sa responsabilité pénale, conformément à l'analyse de Foucault, et plus généralement à ce processus de subjectivation de la responsabilité.